Un autre engagement de campagne de Trump, sur lequel il a complètement trahi sa base et où ils ont le sentiment d'avoir été dupés, concerne l'Ukraine. Trump est arrivé en déclarant qu'il serait capable de mettre fin à cette guerre par procuration, en 24 heures. Il a fait croire à tout le monde, moi y compris, qu'il y avait peut-être des avancées lorsqu'il a infligé à Zelensky la leçon humiliante qu'il méritait pour son comportement arrogant dans le bureau ovale, un comportement insultant et prétentieux, ce que Netanyahou mérite amplement. Et maintenant, Trump promet plus d'armes à l'Ukraine. Il suit le mouvement. Il semble soutenir la promesse de Lindsey Graham d'imposer des sanctions à 500% sur les exportations russes. Une escalade de la guerre économique contre le pays le plus sanctionné de la planète. Et il y a des rapports, nous en discuterons, selon lesquels Trump aurait demandé à Zelensky s'il pouvait frapper Moscou et Saint-Pétersbourg pour améliorer la position de Donald Trump à la table des négociations. Aaron, que se passe-t-il ici? Eh bien, je pense qu'il y a deux choses principales en jeu. Premièrement, je pense que Trump n'a pas de principe politique cohérent et qu'il va simplement dans le sens du vent. Donc, après un peu de réaction négative de la part de personnes comme Lindsey Graham concernant la suspension par son administration de certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, ce qu'ils ont fait récemment, Trump a cédé et veut maintenant paraître ferme face à la Russie en annonçant ce nouvel envoi d'armes pour les satisfaire. Je pense cependant qu'en même temps, les partisans de la guerre par procuration, comme Lindsey Graham et d'autres, exagèrent l'engagement réel de Trump. Il va vendre des armes à l'OTAN dans le cadre de ce soi-disant nouveau plan. Mais je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de nouveau, à part que cela porte la marque de Trump. L'OTAN peut-elle se permettre de payer toutes ces nouvelles armes? Déjà, la France et l'Italie se retirent de ce prétendu plan. Donc, je ne sais pas exactement d'où viendra l'argent pour financer ces nouvelles armes. Et ces articles parus dans le Financial Times et le Washington Post à propos de Trump, encourageant Zelensky à frapper Moscou, je pense qu'ils proviennent de sources ukrainiennes qui ont interprété à leur manière certains propos de Trump. Ainsi, le Financial Times a rapporté que Trump avait encouragé Zelensky à frapper Moscou. Mais le problème, c'est que Zelensky ne le peut pas. Il n'a pas les armes nécessaires pour cela. Les missiles à plus longue portée dont il dispose sont les ATACMS, et ils ne peuvent pas atteindre Moscou. Et il n'en a pas beaucoup. Il pourrait le faire avec des Tomahawk, mais l'administration Trump refuse pour l'instant, tout comme Biden l'a fait. Et Trump a été interrogé après la publication de cet article. Zelensky devrait-il frapper Moscou? Et il a dit non. Donc je pense que cette histoire, qui n'a pas seulement été publiée dans le Financial Times, mais aussi dans le Washington Post avec David Ignatius, reflétait une certaine manipulation de la part de personnes qui veulent encourager Trump à aller plus loin qu'il ne l'a déjà fait. Mais ce qu'il a fait jusqu'à présent, et puis il y a la menace de sanctions. Maintenant, il a donné à la Russie 50 jours. D'accord, 50 jours pour prendre au sérieux la paix. Sinon, n'est-ce pas? D'abord, 50 jours, c'est long. Qui sait combien de territoires la Russie peut encore avaler d'ici là, surtout qu'ils sont en pleine offensive estivale. Et ensuite, après ces 50 jours, alors qu'il avait déjà reculé auparavant sur ses tarifs douaniers contre la Chine, il devait être de l'ordre de 145%. Et après que la Chine ait tenu bon, il a reculé. Va-t-il vraiment ouvrir un nouveau front dans sa guerre commerciale avec la Chine et avec l'Inde? Ce sont des partenaires commerciaux majeurs des États-Unis. Va-t-il vraiment faire cela à propos de l'Ukraine? J'ai vraiment du mal à y croire. Je pense qu'une grande partie de cela n'est que de la rhétorique musclée pour plaire à des gens comme Lindsey Graham. Et ce n'est pas que ce soit insignifiant, parce que, comme vous l'avez dit, il avait promis de mettre fin à la guerre, et il n'a rien fait de vraiment substantiel pour y parvenir.
La façon de mettre fin à la guerre, s'il était sérieux à ce sujet, serait de s'asseoir avec Poutine et d'aborder ce que Poutine considère comme les causes profondes du conflit. Et il s'agit essentiellement de deux choses. C'est l'avancée de l'OTAN et l'infrastructure militaire de l'OTAN qui entoure la Russie, tous les missiles pointés vers la Russie, et des actions comme Trump qui a déchiré le traité INF, ce qui a permis aux États-Unis de déployer des missiles offensifs auparavant interdits et dirigés contre la Russie. Il s'agirait de traiter ce genre de questions, ainsi que le statut des territoires de l'Est de l'Ukraine, sur lequel Trump est, à mon avis à juste titre, plus disposé à agir. Bien que cela ne dépende pas uniquement de Trump, l'Ukraine doit aussi être contrainte d'accepter enfin de respecter les droits des Russes ethniques en Ukraine, ce qu'elle a jusqu'à présent refusé de faire. Voilà ce qu'il pourrait faire. Donc, en l'absence de mesures concrètes, il se retrouve coincé entre parler de faire la paix sans rien faire pour y parvenir, et en même temps, vouloir s'attirer les faveurs de Lindsey Graham et d'autres faucons de guerre. Il finit donc par faire ce geste. À mon avis, c'est juste sa façon d'essayer de paraître ferme, sans vraiment agir de manière substantielle. Mais voici sa réponse lorsqu'on l'a interrogé sur les articles du Washington Post et du Financial Times concernant l'encouragement donné à Zelensky de frapper Moscou. Et voici ce qu'il a dit. La Russie, 50 jours. Que se passe-t-il maintenant? Parlez-vous à Vladimir Poutine. Eh bien, au bout de 50 jours, si nous n'avons pas d'accord, ce sera vraiment dommage. Zelensky devrait-il adopter une attitude plus agressive? Oui, les tarifs vont être appliqués. Zelensky devrait-il viser Moscou? Zelensky devrait-il viser Moscou, monsieur? Zelensky devrait-il viser Moscou ou aller plus loin en Russie? Non, il ne devrait pas cibler Moscou. Le voilà donc en train de rejeter cette idée. Et ce que je soupçonne, c'est que je suis sûr qu'il a demandé à Zelensky « Peux-tu actuellement frapper Moscou ?» Mais qu'il l'ait encouragé personnellement, j'en doute fortement, d'autant plus qu'il ne fournit pas à Zelensky les armes qui lui permettraient de le faire. Zelensky veut des Tomahawks. Oui, il veut des Tomahawks, exactement. Le Pentagone s'y est opposé par le passé. Je veux dire, cela représente une portée de 1600 km. Why? Et cela illustre d'ailleurs à quel point Biden est cynique, car avant l'invasion de la Russie, celle-ci voulait des garanties que les États-Unis ne placeraient pas de Tomahawk en Ukraine. Et Biden avait initialement laissé entendre qu'il le ferait. Ray McGovern l'a souligné. Biden, lors d'un appel téléphonique avec Poutine à la fin de 2021, peut-être début 2022, a indiqué qu'il ne le ferait pas. Mais ensuite, Anthony Blinken, en parlant à Lavrov, est revenu sur cette position et a dit « Nous n'excluons pas la possibilité de missiles en Ukraine, mais nous sommes prêts à discuter de plafonds sur les missiles », ce qui, pour la Russie, était inacceptable. Puis la Russie envahit. Zelensky demande des Tomahawks et Biden refuse, ce qui illustre encore une fois comment Biden a utilisé la menace envers la Russie pour essentiellement l'inciter à envahir, ce qui est conforme aux recommandations du rapport de la Rand que vous avez mentionné plus tôt, c'est-à-dire affaiblir la Russie en la poussant à envahir l'Ukraine. Le problème n'est-il pas ici que la Russie est en train de gagner trop rapidement? Les lignes ukrainiennes s'effondrent. La Russie frappe les centres de recrutement avec des attaques de drones dans les villes ukrainiennes. Il y a eu des vidéos d'hommes ukrainiens applaudissant parce qu'ils ne veulent pas aller au front. L'opinion publique ukrainienne soutient de plus en plus une solution négociée. Mais Zelensky veut que l'Occident continue de le soutenir jusqu'à ce qu'il puisse obtenir une impasse et forcer la Russie à reculer. Mais la Russie continue simplement nier sur le champ de bataille.
Donc le Kremlin n'a aucune raison réelle de négocier selon les conditions américaines et d'accepter la formule Kellogg pour une pause d'environ 60 jours, ce qui permettrait à Zelensky de se remobiliser et de recevoir davantage de livraisons d'armes. Pourquoi le ferait-il? Trump essaie donc désespérément de trouver sa propre formule en recourant à la diplomatie de la canonnière, aux menaces, à la fanfaronnade, comme il l'a fait avec l'Iran, mais cette fois contre un pays bien plus puissant, trop intimidé, et ça ne fonctionne pas. Et la Russie ne va tout simplement pas jouer à ce jeu-là. Je pense que c'est vraiment là que tout se résume. Je suis tout à fait d'accord, et Trump semble être conscient de tout cela. C'était d'ailleurs dans Politico l'autre jour, selon un haut responsable de la Maison-Blanche. Le président pense que la Russie va gagner. La seule question est de savoir combien de temps cela prendra. La Russie a une économie plus grande, une armée plus puissante, dispose de suffisamment de soldats à envoyer dans la machine à broyer et n'en a tout simplement rien à faire. Et même si les progrès sont lents, ils avancent quand même. Le président veut simplement mettre fin aux tueries. Donc oui, je pense que c'est exact. Et l'équipe de Biden le savait aussi. Tout le monde savait que la Russie allait gagner. Ils ont simplement vu, aux États-Unis et dans d'autres pays de l'OTAN, une opportunité d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie et tuer autant de soldats russes que possible dans le processus. Et c'est en gros toujours la politique dominante. Trump n'y est pas idéologiquement attaché, mais il n'a pas trouvé la force politique de vraiment mettre en pratique ce qu'il prêche, de s'asseoir avec Poutine et de conclure un accord de paix. Donc, en l'absence de cela, cette guerre continuera jusqu'à ce que la Russie obtienne la victoire finale que tout le monde sait inévitable. Et Trump prolongera la guerre et trahira sa base, ainsi que toutes les promesses qu'il a faites à cause de la prépondérance du pouvoir du complexe militaro-industriel, qui reçoit tous ses cadeaux grâce à cette grande et belle loi. Le commandement militaire, l'OTAN et les Européens jouent aussi un rôle ici, n'est-ce pas, Aaron? Ils sont obsédés par la poursuite de cette guerre. S'il devait y avoir une solution négociée dans laquelle l'Ukraine cède le Donbass, ils sont sur le point de subir un coup très dur autour de Pokrovsk, qui est un important nœud de transport, pratiquement détruit. Et la Russie avance déjà au-delà. S'ils cèdent cela et la Crimée, l'OTAN considérerait cela comme une défaite sans précédent, un revers majeur. Oui, parce que cela exposerait aussi le mensonge qui constitue toute leur politique depuis plus d'une décennie, à savoir utiliser le processus de paix de Minsk comme écran de fumée pour intégrer militairement l'Ukraine à l'OTAN et s'en servir pour saigner la Russie, ce dont ils sont obsédés. Le problème maintenant c'est, d'où va venir l'argent? Vous savez, les États de l'OTAN n'ont pas les moyens de financer cette guerre au niveau des États-Unis. Et la question pour Trump, c'est, est-ce que Trump va se présenter devant le Congrès, comme l'a fait Biden, et demander à nouveau plus de 60 milliards de dollars? Je veux dire, s'il faisait ça, il obtiendrait l'argent parce que les démocrates sont d'accord. Et vous savez, suffisamment de républicains aussi. C'est la question. Appelez-moi s'il le fait, moquez-vous de moi autant que vous voulez, parce que je serais, vous savez, je serais tellement... Mais je ne le vois tout simplement pas faire ça. C'est juste une promesse de campagne que je ne peux pas l'imaginer trahir. Et c'est ce que tout le monde à qui j'ai parlé à la Maison-Blanche, autour de la Maison-Blanche, dit aussi. Mais encore une fois, avec lui, on ne sait jamais. Il est tellement imprévisible qu'il faut toujours laisser la porte ouverte à cette possibilité. Eh bien, oui, ils veulent clairement qu'il le fasse. Et il reçoit beaucoup d'éloges de la part des médias transatlantiques, comme The Economist. Le revirement de Trump sur la Russie est totalement cynique et bienvenu. Son changement de position sur la livraison d'armes pourrait aider l'Ukraine à se défendre. Donc, il est encensé par The Economist.
il est encensé par CNN. C'est comme si à chaque fois que Trump fait quelque chose de militariste, les grands médias d'entreprise et les démocrates le félicitent. Et la beauté de nos armes, pour reprendre les mots de Brian Williams. Cela montre vraiment que les démocrates ne sont pas un véritable parti d'opposition et que c'était leur guerre que Trump continue. Trump, vous savez, il porte un petit médaillon avec la photo de Hunter Biden autour du cou. Et il le regarde en disant « C'est pour ça qu'on se bat pour l'Ukraine. Et je vais continuer. » Je veux dire, si quelqu'un pouvait juste ramener ça à l'ordinateur portable, peut-être que Trump arrêterait. Parce qu'il n'arrêtera que pour des raisons cyniques. C'est ça le problème. L'Ukraine a été utilisée à plusieurs reprises lors d'élections, à différents moments de sa carrière politique, pour le discréditer. En 2016, John Brennan a fait appel au service de renseignement ukrainien pour l'aider à accuser la Russie d'avoir piraté le DNC. Cela a récemment été révélé dans le New York Times. On l'a admis, en gros, je ne sais pas, 8 ans plus tard, que le renseignement ukrainien avait été utilisé par John Brennan pour étayer l'accusation selon laquelle la Russie avait piraté le DNC. Et puis, lors de cette même élection, des responsables ukrainiens sont intervenus dans l'élection américaine en collaborant avec le DNC et en divulguant des informations. Des allégations concernant Paul Manafort qui étaient au minimum exagérées et, dans certains cas, fausses. Ce n'est pas qu'il n'était pas corrompu en Ukraine, mais l'histoire du registre. Il semble que cela a été fabriqué par l'Ukraine. Ensuite, il y a eu la première procédure de destitution contre Trump, où il a été visé et destitué parce qu'il avait gelé des livraisons d'armes à l'Ukraine. Et puis encore une fois, en 2020, l'affaire de l'ordinateur portable qui a été attribué à la Russie et lui accusé d'être trop conciliant. Il a donc eu de nombreuses raisons, simplement sur le plan politique, de se venger de ses ennemis en faisant la paix avec la Russie et en disant par exemple « Vous avez essayé de me discréditer en utilisant l'Ukraine contre moi et en essayant de faire porter à la Russie la responsabilité de mon succès politique. » Mais il refuse toujours de le faire, simplement parce que les forces bellicistes à Washington, y compris dans son propre parti, sont tout simplement trop puissantes. Cela montre à quel point toute cette affaire est bipartisane. Oui, comme Lindsey Graham, lorsque la Russie a été accusée d'avoir piraté le DNC. Lindsey Graham et John McCain, lors de leur voyage en Ukraine, sont allés sur la ligne de front pour encourager les forces ukrainiennes à continuer de bombarder la population du Donbass. John McCain et Lindsey Graham ont tous deux qualifié le piratage du DNC par la Russie d'attaque contre notre démocratie et ont déclaré « Nous allons riposter ». Ainsi, même les alliés de Trump, comme Lindsey Graham, ont utilisé toutes les attaques contre lui pour servir leur propre agenda belliciste. Et Trump continue de s'y plier, encore aujourd'hui. Eh bien, Donald Trump, bien qu'il ait promis, en quelque sorte, d'y mettre fin, et qu'il ait eu une rancune à cause de tous les pseudo-scandales qui ont été dirigés contre lui, fabriqués contre lui avec l'Ukraine en toile de fond, il commande également la coalition de George W. Bush, qui soutiendra la guerre si leur chef le leur demande, et qui est instinctivement néoconservatrice. Comme nous l'avons expliqué tout au long de ce direct, la base de Donald Trump n'est pas strictement buchananienne, sceptique envers l'État guerrier, libertarienne ou isolationniste. Et il y a un nouveau sondage qui montre que les électeurs de Donald Trump changent d'avis sur l'armement de l'Ukraine si Donald Trump leur dit simplement de le faire. C'est un sondage échelon qui a constaté une augmentation de la proportion de partisans de Trump soutenant l'aide à l'Ukraine par rapport à la période où le président est retourné à la Maison-Blanche en janvier. Lorsque les personnes interrogées ont appris que c'était la décision de Trump, leur soutien a encore augmenté. Donc, je veux dire, cela a été constant dans tous les sondages.
Il s'agit essentiellement d'un groupe de sectaires. Ils n'ont aucun principe autre que Trump. Et ils sont ravis de voir leur argent disparaître dans des comptes offshore via les poches d'oligarques ukrainiens et de divers ministères ukrainiens étranges, comme le ministère de la Transformation numérique, qui prendra 100 millions de dollars pour les dépenser dans 3 rapports attaquant Aaron Maté. Un gaspillage total d'argent. Donc, ce que montre le sondage, c'est que oui, cette guerre peut continuer pendant toute l'administration Trump tant qu'il y aura des corps ukrainiens. Et c'est bien là le cœur du problème. Et pour sécuriser les corps ukrainiens, que se passe-t-il? On voit tous les jours, si on le souhaite, sur les réseaux sociaux, des vidéos d'Ukrainiens arrachés à la rue. La dernière que j'ai vue montrait un homme promenant son chien qui se fait attraper par des officiers ukrainiens et traîné dans un fourgon, tandis que le chien essaye de s'accrocher à lui pour le sauver. C'est tellement triste. Pendant ce temps, les enfants de l'élite ukrainienne sont généralement exemptés et mènent une vie confortable, que ce soit à Kiev ou à l'étranger. Un récent titre dans un média ukrainien affirmait que l'Ukraine avait perdu 40% de sa population en âge de travailler. 40%, ce qui est tout simplement inimaginable. Et c'est la réalité de la guerre dont les habitants du Nord global sont privés, car elle va à l'encontre du récit nécessaire pour soutenir la guerre. Mais c'est un cauchemar. C'est un véritable cauchemar. Et malheureusement, parce que l'Holocauste à Gaza est un crime bien pire, et parce que la guerre continue sans fin, cela ne reçoit tout simplement plus l'attention d'autrefois. Mais c'est horrible, et je suis d'accord avec vous. En gros, nous sommes là-dedans jusqu'à ce que l'Ukraine n'ait plus de corps à sacrifier au nom d'autres personnes. Et mon dernier point à ce sujet, avant que nous passions à autre chose, c'est que cela ne concerne pas seulement les pertes ukrainiennes. Ce que l'armée ukrainienne et le SBU ont toujours su faire, c'est concevoir une opération tactiquement brillante ou mener une attaque terroriste majeure qui convainc leurs donateurs occidentaux, via les médias, qu'ils peuvent continuer à leur fournir des fonds et des armes et que cela infligera toujours un certain coût à la Russie. Car tout ce qu'ils veulent, c'est voir la Russie souffrir d'une manière ou d'une autre, même si l'Ukraine continue de perdre. Et c'est exactement ce qu'était l'opération Toile d'araignée pour Zelensky. Elle avait été planifiée pendant des mois en utilisant des drones commerciaux modifiés capables de larguer des munitions. L'armée ukrainienne a réussi à attaquer un hangar rempli de bombardiers stratégiques russes en détruisant un grand nombre. Ils ont attaqué des lignes ferroviaires russes. Je parlais en fait à une amie russe qui n'a aucun lien avec le gouvernement ou quoi que ce soit, qui vit aux États-Unis et qui m'a dit qu'elle prenait toujours le train qui passait par Bryansk, celui qui a été bombardé par ces drones ukrainiens. Beaucoup de passagers ont dû être évacués médicalement. Et maintenant, quand elle y retourne, elle va simplement conduire. Tout le monde conduit maintenant parce qu'ils ont peur des lignes de train. Et vous savez, c'est voulu. Mais cela a été célébré dans les médias occidentaux comme une grande opération qui aurait changé le cours de la bataille. Eh bien, cela ne change pas le cours de la bataille parce que la Russie continue d'avancer. C'est juste le genre de choses que fait Zelensky pour continuer à alimenter la machine de relations publiques afin d'obtenir plus de financement. Et je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres, surtout quand on lui offre des missiles Taurus et des armes offensives à longue portée. C'est ce que l'Occident veut voir. Maintenant, je vous en prie, continuez. Permettez-moi de souligner à quel point cela est dangereux et le rôle clé que jouent les États-Unis. Voici comment le New York Times a décrit cette attaque. Vous venez de détailler l'attaque menée par l'Ukraine contre des actifs nucléaires russes. Voici comment le New York Times l'a décrite à l'époque. Certains responsables ont déclaré que les attaques de drones ukrainiens
pouvait être considéré comme un cadeau pour les États-Unis. C'est insensé. Imaginez que le Mexique ou le Canada ou certains éléments là-bas attaquent la triade nucléaire des États-Unis et que quelqu'un dise que c'est un cadeau pour la Russie. Nous bombarderions la Russie pour cela, ou du moins nous la menacerions. Mais cela est désormais tellement banalisé que nous pouvons simplement mener une guerre par procuration qui inclut des attaques contre des infrastructures nucléaires et que cela passe sans commentaire. D'ailleurs, Lindsey Graham se sent également autorisé à dire des choses comme celle-ci. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a dit l'autre jour à propos de Trump et des récentes menaces de sanctions de Trump contre la Russie après 50 jours, ainsi que l'envoi d'armes à l'Ukraine. Lindsey Graham a déclaré ceci. Il dit, si Poutine et d'autres se demandent ce qui se passera le 51e jour après l'expiration du délai de 50 jours de Trump, je leur suggère d'appeler l'ayatollah. Donc ce qu'il dit, c'est qu'après le 51e jour, ou le 51e jour, Trump pourrait bombarder la Russie, tout comme il l'a fait récemment avec l'Iran au nom d'Israël. Il appelle à l'assassinat de Poutine pour la deuxième fois, je crois. Et c'est un type qui a appelé à bombarder Gaza à l'arme nucléaire. Je ne pense pas avoir déjà partagé un tweet d'Alex Jones, mais celui-ci est excellent. Je crois que Lindsey Graham mène peut-être une double vie en tant qu'épouse de Netanyahou. Maintenant, tout s'explique. Je veux dire, ils se ressemblent un peu, c'est troublant. Mais spirituellement, Lindsey Graham est dans ce registre. À 100%. Absolument. C'est une influence majeure sur Trump. Et aussi délirante que puisse paraître sa rhétorique, il a été plutôt habile pour essayer de repositionner America First comme une sorte de projet pour un nouveau siècle américain. Et il est en train de gagner. C'est vrai. Et c'est un type qui, tu sais, a attaqué Trump de façon virulente lorsqu'ils se sont affrontés lors de la primaire présidentielle républicaine en 2016. Ils étaient de farouches ennemis. Mais maintenant, il lui fait des courbettes et ils sont désormais en bons termes. Et comme toi et Anya en parliez plus tôt, Trump, de son côté, s'en prend à quelqu'un comme Thomas Massie, qui a toujours été courtois avec Trump et a soutenu certains aspects de son programme. Il a juste été indépendant, surtout sur les questions de guerre, et en particulier sur celles concernant Israël, s'opposant à la complaisance de Trump envers Israël. Et maintenant, Trump essaie de le faire affronter à une primaire. Donc cela montre bien qu'avec Trump, il ne s'agit pas seulement de susceptibilité. Il y a certaines idéologies qu'il guide, et l'une d'elles consiste tout simplement à adhérer totalement à l'agenda belliciste.